On l'avait déjà vu dans un autre film. Hein. Racha Ben Mined et Hicham Ayakovic. Ça va, t'es rassuré? Non, je suis ravi parce qu'en fait, on a rarement des comédies au Mazarin. Et justement, je voulais te lancer là-dessus parce que ton film parle aussi de choses graves, mais tu as choisi l'angle de la comédie. Et tu me disais tout à l'heure que justement, c'était dans les gènes des Tunisiens d'avoir cette comédie. Ça marche? Oui. Non, c'est vrai que on en discutait aussi avec Aïcha tout à l'heure. Ah, il marche pas alors. Là, c'est ici, vous m'entendez, pardon. J'ai pas l'habitude. Comment dire? Oui, c'est vrai que la Tunisie et l'humour, c'est un couple voilà, assez évident pour moi. Ça aurait été une trahison que de ne pas envisager cette histoire sous cet angle-là. Ça, c'est le premier point. L'humour, et pour vous en parler aussi, c'est dans l'ADN de notre culture. Après, il y a autre chose qui me tenait à cœur dans ce choix de genre cinématographique, c'est que cette région du monde, le Maghreb, le monde arabe en général et les Arabes en général, sont rarement traités sous cet angle-là. On est souvent voilà, plombé par les mauvaises nouvelles du monde, par la géopolitique, par l'islamisme, le terrorisme, la guerre, le voile, ce que vous voulez. Je pense que vous savez. Et j'avais envie de mettre tout ça un peu en sourdine, de le garder, on va dire, dans la toile de fond, et plutôt de m'intéresser à des personnages qui nous ressemblent, qui ressemblent à n'importe quel humain sur Terre, et qui sont traversés par des problèmes banals, des problèmes du quotidien, des problèmes universels, d'éducation, d'addiction, de questionnement sur le genre. Voilà, on a une jeune fille qui rêve, comme plein de jeunes dans le monde, de quitter ses parents, de vivre l'aventure, être libre. Enfin, c'était vraiment un choix quasiment militant que de prendre ce biais-là. Et la comédie, c'est un genre très noble, qui peut paraître léger pour certains, mais qui en fait fait passer énormément de choses et offre beaucoup de sous-textes, beaucoup de sous-couches, et permet aussi à certains de changer de perspective, de réfléchir, ou en tout cas, ça ouvre beaucoup de choses, je pense. Je vous cite la parole, mais juste pour faire parler les comédiens, vous êtes dans une galerie de personnages complètement très haut en couleurs. Comment vous êtes fondu avec Golshifteh Farahani, qui est la grande star du film, iranienne pour l'occasion. Comment toi, par exemple, tu as ton rôle, comment tu l'as appréhendé? Est-ce que est-ce que ce rôle t'a embêté, t'a gêné ou pas? Non, en fait, comment dirais-je? Moi, en fait, quand j'ai lu la première fois le scénario, je me suis dit, mais je lisais avant le scénario, puis j'avais oublié, j'avais pas regardé en fait quel rôle on me proposait. Donc quand je l'ai lu, c'est policier, je pense. Et au fur et à mesure, je me suis arrêté à la moitié, et puis je me disais, je vais quand même regarder le début du mail pour savoir quel. Et là, je vois marqué Raouf. Je me dis, mais. Ah, pardon. Je suis pas habitué non plus. Et donc, en lisant le. Et là, je me dis, mais cette nana, comment se fait-elle comment elle peut me proposer un rôle comme ça, vu ma filmographie, vu que les films que je fais, c'est plutôt quand même des films noirs, avec des personnages quand même très... Et là, elle me pose ce rôle-là, je me dis, c'est quand même étrange, quoi. Et en fait, c'est ça, déjà, la première chose qui m'a un peu... Et du coup, comme je suis quelqu'un qui adore les challenges, je me dis, si elle m'a posé ça en face de moi, c'est qu'il y a un signe, là. Il faut absolument que j'aille là-dedans, quoi. Et en fait, alors que c'est pas du tout mon... Et là, je me dis, mais elle doit être vraiment dingo, cette nana. Et donc, quand je l'ai rencontrée et qu'elle m'a parlé du rôle, je dis, écoute, banco. Et puis pour moi, comme je dis toujours, pour moi, un film, c'est d'abord un scénario et une histoire d'amour avec la réalisatrice ou le réalisateur. Donc, s'il n'y a pas de rencontre humaine, il n'y a pas de film. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand j'ai rencontré Manel pour la première fois, qu'on a fait un petit essai, ça a été rapide, quoi. C'est tout de suite sur le coup, je dis, écoute, Manel, voilà. Moi, je relève ce défi et j'ai vraiment envie de faire ce truc. Je ne sais pas où je vais aller, comment je vais l'aborder, mais en tout cas, allons-y. Et je n'ai pas réfléchi, je suis parti direct. Après, quand tu as Golshifteh en face, qui est une nana magnifique, simple, donc ça a été vraiment... ça glissait tout seul, quoi. Voilà. Michel, vous l'avez vu dans Prophète, et dans Timbuktu aussi, donc c'est vrai que c'est des rôles diamétralement opposés. Et toi, déjà?
Ben moi, j'ai pas eu de doute pour le rôle. Mais ouais, c'est un rôle qui est finalement qui est assez proche de ce qu'on vit, mais qui fait des choses qu'on ne fait pas. Et du coup, c'est un peu, ouais, c'est un peu on a toujours rêvé de faire des choses, d'avoir son courage à elle, quoi, en tant qu'adolescent, jeune, face à un prof, par exemple, d'éducation islamique qui est totalement pervers. Ou face à lui, des fois on dit rien, des fois mais là, elle le fait. Et finalement, c'est une façon de se rapprocher de ça, c'est une façon de réussir à faire ça, tu vois. Donc voilà. Je vous laisse le micro, n'hésitez pas. J'ai une question. C'est parfait. Oui, la question que je me pose, c'est le rapport de la psychanalyse avec la Tunisie, comme le Brésil avec la psychanalyse, les écoles de psychanalyse. Le rapport de la Tunisie avec la psychanalyse, comme on sait le Brésil et la psychanalyse, mais voilà, pour le Tunisie aussi alors. Alors, contrairement, alors je ne connais pas le Brésil, mais si Brésil, vous faites allusion à l'existence ou pas d'une société savante, par exemple, non, ça n'existe pas. Il y a eu un début dans les années, je crois, 60-70, mais bon, qui n'a pas du tout pris. La psychanalyse, en tant que telle, elle n'est pas très très développée. Enfin, elle existe, on va dire, dans certains quartiers plutôt privilégiés, mais c'est très 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 embryonnaire. En revanche, la psychothérapie, c'est vachement développé, surtout après la Révolution. Parce qu'il y avait une vraie demande, parce qu'il y avait des troubles post-traumatiques qui sont apparus, forcément, après chaque changement de ce type, en plus qui a été hyper brutal et pas du tout anticipé. Mais disons que c'est dans ce film, l'idée c'était aussi de montrer que, c'était de sortir aussi de cette vision essentialiste quoi, du monde arabe. C'est-à-dire que j'entends beaucoup dans des courants de pensée de psychanalyse qui disent bon, la psychanalyse et l'Orient, ça ne marche pas, il y a un problème culturel qui fait que c'est une discipline qu'on ne peut pas apprendre. Or, d'autres écoles disent qu'au contraire, on est tous dotés d'un inconscient, on a tous des parents, on rêve tous, et même si la pratique peut s'adapter, elle peut fonctionner. Pour autant, c'est pas forcément la solution, et c'est pas ce que je raconte ici. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a donné envie de raconter, de prendre cette fenêtre pour raconter cette société, c'est aussi parce que après la Révolution, comme je vous disais, la parole a explosé. Enfin, on est passé d'une dictature policière où voilà, il y a des sujets qui étaient totalement proscrits, à tout d'un coup une espèce de champ comme ça ouvert où tout était possible. Et ça a été vraiment le déclencheur. C'est vraiment comment j'arriverais à capturer cinématographiquement cette pratique de la parole. Et la psychanalyse était une porte d'entrée. Voilà. Merci. Bonjour, bienvenue. J'avais une question qui m'est arrivée très rapidement même dès que j'ai vu l'affiche. C'est le titre, pourquoi cette référence au film de Chantal Akerman? Est-ce que c'est une cinéaste? Chantal Akerman. Alors, on me demande pourquoi ce titre. Est-ce que c'est une référence de Chantal Akerman? Effectivement que j'adore. Voilà, j'adore ce parcours. Enfin, il y a un des films pour moi qui est fondateur et qui d'ailleurs avait inspiré mon court-métrage, que vous ne connaissez pas, qui s'appelait Jeanne Dillman. Et j'adore ce parcours, j'adore sa radicalité. Et effectivement, Un divan à New York est un film de Chantal Akerman, un de ses derniers films, qui est la seule comédie de sa filmographie, que j'aime beaucoup par ailleurs. Pourquoi ce titre? Alors, c'est pas mon titre premier. À l'origine, j'ai écrit ce scénario qui s'appelait Arab Blues, qui est resté le titre d'ailleurs dans les autres pays étrangers, parce que je trouvais que c'était un titre qui racontait finalement la mélancolie. Parce que c'est un film, même si c'est une comédie, tous les personnages sont traversés par une mélancolie, le tragique sous-tend toutes les trajectoires, la comédie n'est qu'un moyen de le traiter. Et quand on a discuté avec le distributeur à l'époque, ce qui revenait, c'est qu'effectivement c'était un titre anglais. Donc en France, voilà, c'était pas forcément génial. Et puis d'autres me disaient, tu sais, Arab Blues, ça va peut-être. Et puis comme il y a arabe dans le titre, on va forcément penser à un drame. Comme je vous le disais, souvent les Arabes sont dramatiques. Donc là, on s'est dit non, ça va les orienter dans un truc qui n'est pas forcément ce que je recherche. Et donc j'ai réfléchi sur un titre et c'est venu comme ça. Voilà, Chantal Akerman. Il se trouve qu'à ce moment-là, je tournais mon court-métrage, j'étais complètement absorbée par Chantal Akerman et son univers.
Et c'est vraiment un pur hasard, enfin, qu'à un moment donné, c'est arrivé comme ça s'est imposé. Et donc après, tout le monde était content, et voilà, et moi aussi. Voilà. Toi-même, tu es franco-tunisienne. Tout de suite, tu as eu envie de tourner là-bas ou s'est posé la question de savoir si tu allais faire un film en France? Alors là, jamais. C'est-à-dire que je savais, enfin, j'avais beaucoup évidemment d'incertitudes sur plein de choses, mais depuis toujours, je savais que mon premier film, il se passera en Tunisie. Je ne sais pas si c'est thérapeutique ou psychanalytique ou je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Non, mais il y a un truc vraiment de nécessité. C'est-à-dire que la Tunisie, pour moi, ça a toujours été un terrain mais archi cinématographique. Vraiment, c'est-à-dire que Tunis, pour moi, m'inspire, les gens m'inspirent, la langue, la musique, le français qui télescope l'arabe comme ça à chaque coin de rue, tout en fait. Il y a un truc, enfin vraiment, qui est extrêmement inspirant. Je savais pas par où j'allais rentrer, mais c'était évident. Et quand voilà la révolution est apparue, avant même la révolution, quand j'avais annoncé à ma mère que je voyais un psy, quand j'ai vu sa réaction et quand j'ai vu le lot de malentendus que ça pouvait aussi impliquer, j'ai un peu réuni ces deux choses et puis ça s'est imposé. Bonsoir, donc merci pour ce film. Moi, comme question que j'ai envie de poser, c'est la manière dont fonctionne la société qui est montrée avec, comment on va dire, pas mal de dysfonctionnements. Il y a le policier où on ne sait pas très bien s'il est intègre presque trop ou bien s'il est un peu pervers. Bon, à la fin, moi je penche plutôt pour une volonté d'intégrité, mais bon, chacun le voit comme il veut. La nana qui a fait poireauter pour son dossier, à la fin, on la rend plus sympa aussi. Mais enfin, globalement, est-ce que on pousse vraiment le trait parce que c'est une comédie, ou bien est-ce que c'est quand même le reflet de la réalité? Vraiment pas du tout. Ils seront, c'est moins, tu sais, tu connais aussi. Non, en fait, vraiment, c'est-à-dire que faut savoir que l'administration, quand je mets en scène la scène où elle écosse les haricots, c'est vrai, c'est du vécu. Quand on vend des jeans et des fringues venues de Turquie, ça c'est une manière aussi d'arrondir ses fins de mois, c'est le système D tunisien. Et dans d'autres pays on l'a aussi. Ce que je voulais dire à travers l'administration, c'est ce que je raconte, et la première scène dans l'administration, quand on a ces bureaux vides, cette femme qui court, ça raconte aussi le vide politique qu'il y a eu, qui a peut-être encore dans une certaine mesure, mais après la Révolution, on est passé d'un État paternaliste, dictatorial, avec un culte de la personnalité poussé à l'extrême, à rien, en fait. Il n'y avait plus rien. Et donc ce vide-là, il s'incarne aussi par cette espèce de vide administratif et qui vire à l'ubuesque, à l'absurde total. Quant au flic, il incarne aussi, pour moi, quelque part, une conséquence de la Révolution, qui est que, bon, déjà, ça me faisait rire de mettre en scène un flic honnête, parce que, bon, ça fait rire tous les Tunisiens quand j'en parle. C'est terrible pour les flics, mais bon, c'est... Voilà, moi, je garde espoir. Je voulais vraiment créer un personnage quasiment de science-fiction, mais qui en même temps, il représente aussi beaucoup de jeunes Tunisiens qui croient en fait dans la Révolution, qui ont un idéal de démocratie, d'état de droit, etc. Et je voulais que ça passe aussi par la fonction régalienne, parce que je veux dire, on n'imagine pas en fait tous les espoirs que ça a suscité. Et quand il est face à cette femme, il est séduit par cette femme, et quand elle lui dit on s'en fout de ce papier, il y a quelque chose vraiment qui se tord chez lui, parce que c'est tout un idéal, tout un espoir en fait qui est mis à mal. Et effectivement, on peut le voir un peu comme pervers, psychorigide, mais je pense que malgré toute l'attirance qu'il a pour elle, l'idéal prend le dessus. C'est ce qui le rend en fait un petit peu étrange, et on se dit mais t'es bête, enfin vas-y oublie cette sorte de papier. Et bien non, il tient le coup. Et donc voilà, donc c'est ces deux dimensions du film que vous notez. D'une part, elle relève du réel, même si la comédie est un petit peu, je dirais, pousser, je dirais, le curseur avec des costumes, avec même le jeu de la comédie qui s'appelle Najwa, qui a un rôle, on va dire, sympathique, un peu agaçant, et donc ça fait partie, on va dire, du genre de la comédie qui me pousse aussi à jouer sur ce curseur, mais fondamentalement, c'est du réalisme pur. Voilà. Bonsoir. J'ai bien aimé le film. Je veux parler de quelque chose peut-être un peu à côté.
je ne connaissais pas la protagoniste, Golshifteh Farahani, et donc une très, très bonne actrice, maintenant interprète très bien, mais j'avoue, j'ai été ébloui par la beauté de cette femme. Ah bon? Laissez-moi finir. Alors je me demande, est-ce qu'il est obligatoire de voir une bellissima, comment dirais-je, actrice protagoniste? C'est derrière le producteur qui vous oblige. Je suis sûr qu'il y avait d'autres milliers d'actrices aussi bonnes, justement. J'ai rien contre madame. Non, mais c'est une très bonne question par les temps qui courent. Non, je vais vous dire, déjà Golshifteh, c'était mon choix et c'était mon seul choix. C'est-à-dire qu'il y a une seule actrice qui a lu ce scénario, c'est Golshifteh, premièrement. J'ai eu aucune pression des distributeurs ni des producteurs et ça a été un film qui a été fait dans une liberté totale. C'est un premier film, un petit budget, donc les enjeux sont pas monstrueux. Et donc dans ce cas, on a quand même une liberté. Par rapport à sa beauté, c'est sûr que elle est belle, certes, comme plein d'actrices le sont, ou moins, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'en la choisissant, je n'allais pas jouer là-dessus. C'est un personnage, comme vous le voyez, qui peut être encore plus belle, hein, vous imaginez bien. Elle n'a pas de maquillage, elle est coiffée de manière très ébouriffée, elle a des habits plutôt masculins. Malgré tout, elle reste extrêmement belle. Et j'ai voulu aussi lui donner, ce qui est plutôt rare, on va dire, quand on prend Golshifteh dans un film, lui donner des attributs masculins. C'est quelqu'un qui ne sourit pas, qui n'est pas dans la séduction, qui a toujours une clope vissée au bec, voilà, qui est dans un code de comédie qui est un peu atypique comme personnage féminin. Parce que souvent, un personnage féminin dans une comédie sourit, il cherche l'amour. C'est un peu ça, enfin, si je résume de manière caricaturale, c'est ça. Elle ne cherche pas l'amour, et d'ailleurs la fin peut être frustrante aussi pour ça. Je ne voulais pas que le film se solde sur un happy end hollywoodien. C'est que l'enjeu de ce personnage, c'est une quête identitaire, c'est une quête professionnelle. Et je joue avec les codes de la comédie romantique d'emblée, mais je les désamorce progressivement. Parce que c'est important aussi de montrer à l'écran des femmes belles. Parce que c'est marrant, il y a un journaliste italien récemment qui m'a posé une question hallucinante. Vraiment, je vous le dis. Il m'a dit, il y a un truc qui n'est pas cohérent dans votre scénario. Votre actrice, elle est trop belle pour être célibataire. Je vous assure. Je sais. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Non, mais je vous dis. C'est un Italien. Non, mais j'ai précisé. C'est vrai qu'il était italien. Et j'adore l'Italie, vous avez remarqué. Non, mais en fait, il m'a dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important sur même la représentation. C'est qu'on peut aussi montrer une femme, effectivement, qui est d'une beauté voilà, assez atypique, qui n'en a pas forcément conscience de cette beauté, qui n'en joue pas, qui rentre dans des codes, on va dire, de féminité un petit peu différents, et surtout dont l'enjeu, en fait, dans la narration, n'est pas l'amour, quoi. Et ça, pour moi, c'était aussi important que de montrer le monde arabe sous un jour un peu plus lumineux, un peu plus universel. Et donc voilà, pour répondre à cette question, oui, c'était un choix, et ça n'a jamais été imposé, bien évidemment, et surtout, voilà, sa beauté, j'ai essayé finalement de la... pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est important aussi, peut-être que je vous explique, c'est que vous voyez tout le reste du casting, il est extrêmement haut en couleur. Il y a une énergie qui se dégage, purement méditerranéenne. Il y a un corps qui se déplace d'une certaine manière. Il y a un débit de parole. Il y a une musique en fait très propre en fait au casting tunisien. Il fallait, par souci d'équilibre, aussi avoir quelqu'un qui tranche avec cette énergie. Et donc, dans les silences, dans l'observation, dans l'écoute, il fallait crever l'écran. Il fallait être présent. Il fallait avoir ce charisme. Et les actrices de cette génération qui ont cette puissance cinégénique, je vous assure, il n'y en a pas 100 000. Et donc, tout de suite, en fait, j'ai pensé à elle parce que je l'aime depuis très très longtemps, et elle s'est imposée comme une évidence, et donc quand elle a accepté, évidemment, j'allais pas réfléchir plus sur sa beauté. Voilà.